Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour ce numéro 13 de Issue de Secours, l'émission durant laquelle je vous passe en revue les single issues que j'ai eu dans la semaine, avec au programme une spéciale Image Comics avec 8 titres, dont Sacrificers numéro 9, Napalm Lullaby numéro 4, Rook Exodus numéro 3, Red Coat numéro 3, Roll Tree numéro 11, The Deviant numéro 6, Feral numéro 4, et on terminera par Kaya numéro 19. Donc programme chargé, comme d'habitude. On commence par Sacrificers numéro 9, toujours scénarisé par Eric Remender, dessiné par Max Fiumara et mise en colorisation par Dave McKeag. Alors vous le savez, c'est peut-être ma série coup de cœur de l'année. Enfin, à cheval entre l'année dernière et cette année. C'est vraiment une série que j'aime énormément, que je trouve très intelligente. Justement, sur ces sacrifiés, ou ces sacrifiants en VF, voilà, qui est sorti chez Urban Comics en grand format sous le titre Sacrifice. Donc on a vraiment quelque chose, un monde régi par des divinités, notamment là on va s'intéresser au Lord Aquaticus. Lord Aquaticus qu'on avait déjà vu un petit peu, notamment lors de réunions de différentes divinités, pour savoir un petit peu, ils trinquaient un petit peu à l'avenir ensemble, et c'est là où on apprenait un petit peu à quoi servaient les sacrifiés, qu'est-ce que ça permettait justement de régir une sorte d'ordre du monde. Mais on voit que clairement, ils ne savaient pas tout ça, en fait. On voit bien que tous ceux qui consomment ça, certaines personnes parmi ces divinités, sont encore un petit peu dans l'ignorance, en fait, du grand tout. Donc on a vraiment quelque chose qui est super intéressant. Donc on a ici Lord Aquatica qui s'en veut énormément pour ce qu'il est arrivé à son univers. Parce que, vu un événement très important, en fait, qui s'est passé, je crois, dans l'épisode 5, notamment, par rapport à ce qui est arrivé à la divinité Luna, forcément, il y a pas mal de choses qui sont assez bouleversées dans l'univers, et notamment, on avait vu qu'il y avait une catastrophe naturelle qui s'était abattue un petit peu sur l'univers du Lord Aquatica. Et du coup, Lord Aquatica, alors qu'il est tranquillement avec sa maîtresse, d'ailleurs ça qui avait été évoqué un petit peu précédemment également, la maîtresse qui est l'épouse d'une autre grande divinité. Et là, il y a, pour la première fois, il y a une brèche dans la sécurité un petit peu de leur demeure, et il y a l'éruption de quelqu'un qui est nul autre que Pigeon. Pigeon qui veut se venger. Et on a vraiment quelque chose qui est assez fou. On a un épisode qui est très graphique, qui est très fort. Et comme d'habitude, moi c'est une série que j'apprécie toujours autant. Vraiment, j'ai adoré ce numéro 9, je l'ai trouvé génial. Et, ouais, c'est une de mes séries de l'année, c'est vraiment extraordinaire quoi. Donc j'apprécie toujours autant. C'est vraiment excellent. Donc on voit un petit peu, on continue de suivre un petit peu, du coup, Pigeon, on va l'appeler comme ça, parce que je vous rappelle qu'il n'avait pas eu de nom, forcément, parce que c'était une des personnes qui était mise au sacrifice par sa famille. Donc vraiment, encore un numéro hyper efficace, que j'ai trouvé très très fort. Et on sent que cet arc va être mis en pause quelque temps, puisque on nous annonce, lors du courrier de la fin, qui s'appelle Offerings, d'accord, des offrandes, donc c'est bien vu, toujours dans la même thématique du sacrifice. Là, Rick Remender nous disait que le prochain arc sera en 3 épisodes, et Max Fiumara fait une petite pause, et sera relayé par André Lima Arauro, donc c'est pas mal non plus. Si vous connaissez peut-être cet artiste, il a notamment déjà travaillé avec Rick Remender sur A Writer's Thirst for Vengeance, une soif légitime de vengeance, c'est sorti aussi en grand format chez Urban. C'est vraiment un comics que je vous conseille, qui est très fort, très graphique, façon storyboard un petit peu, et qui prend tout son sens à la fin. C'est vraiment, c'était une très très grosse claque, Writer's Thirst for Vengeance, que je vous conseille très fort. Donc voilà, pour revenir à Sacrificers, numéro 9, encore un excellent numéro, une excellente série. C'est une régalade à chaque fois, c'est en haut de la pile. On continue avec Rick Remender, avec le Napalm Lullaby numéro 4. Donc c'est toujours Rick Remender au scénario, et c'est Bengal au dessin et à la colorisation. Vous le saviez, ce duo nous avait déjà proposé Death or Glory, donc je vous avais déjà un tout petit peu donné mon avis. Bon là c'est Napalm Lullaby, donc le numéro 4. Vous le savez, on suit donc Sam et Sarah, ses frères et sœurs. Et vous le savez, avec leur père Xandar, ils allaient un petit peu, en quelque sorte, faire une mission d'infiltration dans cet univers, un petit peu dans ce paradis
de Glocor, où il y a un petit peu tous les saints ou tous les élus qui sont autorisés à y pénétrer dans cet antre. Et en fait, forcément, bah, ça s'était pas très très bien passé lors du numéro 3. Ils avaient clairement été surpris un petit peu par le service d'ordre de sécurité de notre seigneur à tous, Glocor. Et du coup, bah là, ils étaient pourchassés par une espèce de super. On comprend pas trop, c'est quelqu'un qui ressemble un petit peu à Power Girl ou Supergirl. Et donc, bah, ils vont essayer de se sortir de cette situation qui semble inextricable. Je vous rappelle un petit peu, Sam, lui, c'est un empathe. Il ressent toutes les émotions des autres, puissance 1000, et il peut aussi déclencher ses propres émotions pour en faire une arme. Mais il est obligé de mettre une espèce de masque qui atténue un petit peu son pouvoir, parce que sinon il ne survivrait pas quand il entend des cris d'horreur, de désespoir, d'angoisse. C'est quelque chose qu'il met à mal et qui pourrait le tuer. Donc on a vraiment Sam qui est un empathe très fort façon psychopirate. Sarah, elle a besoin d'être endormie pour soit plonger tout le monde dans ses rêves, ou alors que ses rêves influent sur la réalité. C'est encore très flou, on avait vu un petit peu une manifestation de ce pouvoir lors du numéro 1. C'était super intriguant. Mais on n'avait pas pu en voir beaucoup plus, on n'en sait pas beaucoup plus. De toute façon, Napalm Lullaby, c'est vraiment un comics que je trouve assez savoureux, très intriguant, qui était un petit peu déroutant au départ, mais voilà, qui trouve ses réponses petit à petit, et qui vraiment... qui est assez palpitant. Là, on a vraiment une espèce de... on a vraiment un numéro d'action, un numéro très axé action, et qui est énormément sur une espèce de chute libre, une chute inexorable. Comment vont-ils s'en sortir, ces deux personnages-là? On apprend aussi un petit peu plus sur justement Kestul qui serait l'antagoniste de Glocor, et on parle de la science occulte de Kestul, plus exactement de Black Science of Kestul. Donc c'est amusant aussi, petite référence à Black Science, un autre titre de Rick Remender, qui est un incontournable, hein, c'est un de ses meilleurs titres, avec Deadly Class et Fear Agent, si vous voulez mon avis. Et franchement, on a un numéro qui est franchement assez chouette, avec un cliffhanger très efficace. Donc non, bah c'est encore un bon numéro. On se demande vraiment comment ils vont s'en sortir sur la suite. Donc non, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très chouette. Donc vivement le prochain numéro, avec notamment une variante cover de André Lima Aroro, encore lui. Vous voyez, la boucle est bouclée. Donc voilà pour Napalm Lullaby numéro 4, une assez bonne lecture, franchement, j'apprécie plutôt bien cette série. Même si c'est vrai que ces numéros, je l'ai trouvé un petit cran en dessous, même s'il apporte toujours ces thématiques très intéressantes. Hâte de lire la suite, voir un petit peu comment ça va rebondir et sur quelle voie ça nous mène. On enchaîne avec l'univers Ghost Machine, pardon. Je vous avais parlé du numéro 3 de Geiger lors du dernier issue de secours. Cette fois, je parle du numéro 3 de Redcoat. Donc vous le savez, Redcoat, scénarisé par Jeff Jones, dessiné par Brian Hitch, et mise en colorisation par Brad Anderson, qui fait de toute façon la colo sur les 3 titres scénarisés par Jeff Jones. Là, on a une chouette wraparound cover de Brian Hitch pour ce numéro 3. Voilà, moi j'aime toujours assez quand il propose ça, je trouve ça chouette. Et donc, vous le saviez, on accompagne Simon Pure, ainsi qu'un petit génie germanophone. Donc ce petit duo, il leur était arrivé quelques mésaventures, notamment à Simon qui avait été blessé par visiblement une petite hachette, qui comportait des éléments magiques, puisque sa blessure, elle n'a rien d'anodin. Elle a l'air très particulière. Elle est de plus en plus insistante, et en plus, elle a au moins le mérite de lui faire oublier la fin. Et ils avaient rencontré un autre immortel, Benedict Arnold, dont on ne sait assez peu de choses. Il y a une fiche personnage justement dans ce numéro-là sur lui. Et c'est vraiment très intéressant. On en apprend un petit peu plus. On apprend justement, il va nous raconter un petit peu l'histoire de cette hachette. Et un petit peu justement qu'elle appartenait à George Washington. Et on va voir à quel point elle va être importante. Et excusez-moi, à quel point justement elle est maudite. Et l'effet magique qu'elle a, à quel point il peut impacter les autres. Donc évidemment, ils vont un petit peu enquêter là-dessus, parce qu'ils voient bien qu'ils sont dans une situation un petit peu compromettante, ce petit duo. Et là, on va vraiment avoir quelque chose d'assez surprenant. Donc encore une fois, une course-poursuite, puisque on va voir que l'organisation n'est pas loin, et elle veut mettre la main sur Simon Pure.
Et c'est vraiment quelque chose qui est très efficace, encore une fois. Moi, c'est Red Coach, j'avais été très dubitatif sur le numéro 1, mais depuis, je suis conquis. Et c'est vraiment très bien, et tout ça pour peut-être finalement revenir à un petit peu la situation qui nous avait été teasée dans Ghost Machine, un petit peu ce flash forward, va-t-il s'exécuter? On est dans l'année en question, l'organisation est pas loin, il y a Simon Pure qui est là, qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, j'ai assez hâte de lire la suite dans le numéro 4, donc franchement, c'était un super numéro. Donc vivement la suite. J'enchaîne avec Rook Exodus, numéro 3. Toujours scénarisé par Jeff Jones et cette fois dessiné par Jason Fabok. Et toujours mis en colorisation par Brad Anderson, comme je vous le disais. Donc Rook Exodus, ben pareil, toujours aussi chouette, toujours aussi beau. Hein. Jason Fabok que je trouve au top, hein, qui est très rare, mais à chaque fois qu'il est là, ben, on ressent sa présence, on ressent sa patte. On a quand même quelque chose, voilà, c'est double splash à chaque fois pour nous montrer un petit peu l'environnement, les détails, les décors. Assez splendide. C'est vraiment super beau. Donc on suit toujours le personnage de Rook, voilà, qui était également accompagné de Direwolf, hein, vous le savez. Il avait malheureusement dû abandonner un compagnon, Swine. Et face à, comment il s'appelle, Urso, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Face à Urso, vous le savez, c'est vraiment celui qui avait le casque ours. Bah, ils se sont un petit peu réfugiés. Hein. En fait, ils voulaient approcher un autre endroit, qui est un petit peu l'endroit à la base de la source des pouvoirs de leur casque, pour y rencontrer quelqu'un d'autre du nom de Carapace. Et on apprend un petit peu plus sur ce personnage-là. Bah, moi, c'est un numéro que j'ai trouvé vraiment excellent. Je trouve que le lore s'étoffe. On apprend un petit peu plus à la fois sur les enjeux, bah évidemment, de l'antagoniste, Urso, quel est son objectif, qu'est-ce qu'il veut faire, et puis les solutions de parade et de riposte, bah, justement de Rook, Direwolf, Carapace, et on va voir que finalement ils ne sont pas seuls, ils vont... En fait, ça va être un petit peu qui va mettre la main, justement, sur les masques manquants. Vous avez Urso qui veut à la fois mettre la main justement sur eux, puis pour soit les redistribuer à d'autres personnes, ou en tout cas faire son espèce de conquête de l'ensemble des casques. Et justement, on va avoir un petit peu, comment dire, on va répertorier un petit peu. C'est un petit peu la recherche de tous les détenteurs des différents masques, des différents animaux. Donc c'est vraiment deux camps qui vont s'affronter pour se réapproprier hein, justement ces casques et leurs détenteurs. Donc on a vraiment clairement une guerre qui s'annonce, qui est franchement palpitante et spectaculaire à mon avis. Donc non, vraiment Rook Exodus, je trouve ça hyper efficace, à la fois très beau. On avait une exposition que je trouvais un petit peu trop lente peut-être, parce que c'est vrai qu'on avait un premier numéro de 48 pages. Donc on insistait vraiment très longtemps sur cette exposition. Le numéro 2 était déjà un petit peu plus intéressant, mais vraiment pour moi, c'est vraiment ce numéro 3 qui fait que franchement, super. Vraiment, Rook Exodus, une série à suivre, ne serait-ce que pour la patte graphique de Jason Fabok, mais en plus, ça commence à s'étoffer et prendre corps dès le numéro 3, donc c'est franchement de bon augure pour la suite. On va évidemment continuer avec enthousiasme et plaisir. On continue avec cette fois du James Tynion IV, qui est sans doute pour moi le meilleur auteur contemporain, en tout cas celui qui à chaque fois me convainc. C'est fou comme les séries qu'il propose, je les trouve toutes géniales. Donc voilà, là je vous propose World Tree numéro 11, qui est le dernier numéro du deuxième arc. Donc là, si vous voulez, on va commencer avec le personnage de Snow. Je sais pas si vous vous souvenez de ce personnage. Le personnage de Snow, c'est ce personnage-là qui travaille pour Washington, qui travaille pour la Maison Blanche, donc qui est directement en liaison avec le président américain. Et elle avait sous ses ordres notamment les agents du FBI, Silk, et j'ai oublié le nom de son partenaire à qui il arrivait pas mal de bricoles. Et donc là, on va aussi justement retrouver Silk, et Silk qui est un petit peu dans l'Undernet, complètement prisonnière là-dedans, donc on va voir comment elle va pouvoir se sortir de cette situation. Et c'est vraiment quelque chose qu'on avait déjà un petit peu vu avec Ellison, avec Edison, pardon, je ne sais plus le nom, Ellison, oui c'est ça, le frère de Gibson. Et cette fois, on va voir que finalement, on va retrouver des personnages qu'on avait un petit peu mis de côté depuis un petit moment. Donc ça c'est vraiment chouette, on a beaucoup de scènes d'action. On va également parler du personnage de Gregory, vous le savez, on en a un petit peu parlé, cet adulte qui est une des personnes les plus brillantes du monde, qui s'était entiché de Gabriel Winter. Et on a vu qu'ils avaient un petit peu travaillé ensemble sur ce projet Undernet et ce projet World Tree. Donc on va vraiment faire ces va-et-vient entre à la fois Silk, Snow
et Gabriel. Encore une fois, on a un numéro que j'ai trouvé absolument extraordinaire, que j'ai trouvé très graphique, très fort, avec beaucoup de scènes d'action. Alors évidemment, attention, je vous préviens aussi, beaucoup de nudité dans World Tree, mais ça a une explication. La narration le légitime, l'explique. Et là, on a un cliffhanger qui est une révélation incroyable. Moi, j'ai pris ma grosse claque, encore une fois. Donc, non, cette série, je la trouve réussie de bout en bout. Donc, oui, je ne l'ai pas dit, mais scénarisée par James Tynion IV, dessinée par Fernando Blanco, et colorisée par Jordi Belair. Ouais, bah, c'est un sans faute. C'est encore génial. Et encore une fois, j'insiste, mais cette révélation, elle m'a scotché. Donc, vivement la suite. Je crois qu'il y a une petite pause. Je crois que le numéro 12 de World Tree, je suis pas sûr qu'il y ait des sollicitations encore qui l'annoncent. Donc, wait and see. On continue avec James Tynion IV, avec le numéro 6 de The Deviant. Vous vous souvenez de cette série que j'aime beaucoup, également donc scénarisée par James Tynion IV, dessinée et colorisée par Joshua Hickson. Vous vous souvenez, on oscillait un petit peu entre deux villes, Milwaukee et Chicago, on oscillait entre différentes temporalités, les années 70 et de nos jours en 2023. Et on a vraiment du coup ce personnage de Michael, qui était cet auteur de comics fasciné depuis toujours par les tueurs en série, qui voulait justement écrire un comics un petit peu sur le tueur Deviant, qui justement était emprisonné, même si lui continue de clamer son innocence, donc on avait vu ça. Et là, la situation elle a nettement changé, puisque les doutes maintenant s'abattent sur Michael, justement. C'est lui qui est suspecté d'être le tueur Deviant, donc... Là, on va vraiment suivre Derek, son petit ami, la famille de Michael, et puis cet enquêteur de FBI, pour essayer un petit peu de mettre la lumière sur cette histoire, parce que, évidemment, tout laisse indiquer que Michael est le coupable. Et justement, Derek, lui, dit, évidemment, il est par amour, par fidélité, par loyauté, il est persuadé, c'est peut-être une méthode couée, mais il est convaincu, en tout cas, il essaie de se convaincre que son amour est innocent, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc on va voir à la fois la détresse et le combat, peut-être perdu d'avance, de Derek pour essayer d'innocenter son petit ami. Et à la fois, on va voir cette enquête de cet agent du FBI qui va essayer de comprendre un petit peu, qui pour lui peut-être que toutes les pièces du puzzle se sont assemblées peut-être un petit peu trop facilement. Tout a été un petit peu servi sur un plateau. Il trouve ça étrange, donc il va essayer de ajouter un œil, essayer de lire entre les lignes, parce que tout semble si évident que ça ne l'est peut-être pas. Donc encore une fois, on a un numéro génial, qui est vraiment fascinant, qui est palpitant. On continue de suivre cette enquête et de la suivre avec grand plaisir, avec un super cliffhanger. Donc voilà, c'était le numéro 6 de Deviant, encore un énorme coup de cœur. Série prévue en 9, donc plus que 3 numéros, ça va vraiment très vite. On enchaîne avec le numéro 4 de Feral. Vous savez, cette série que j'aime énormément par Tony Flix et Trish Forstner et Ton Rodriguez également. Donc Tony Flix au scénario et Trish Forstner et Ton Rodriguez au dessin. Et oui, vous vous souvenez qu'à la fin du numéro 3, notre petite bande de chats avait enfin atteint leur objectif. Malheureusement, et nous on le savait en tant que lecteur, cet objectif est vain, puisqu'ils avaient réussi à regagner leur demeure, leur domicile, sauf que leur domicile est évidemment abandonné, il n'y a plus rien, parce que tout est désert. Et le grand drame, c'est que là on se rend compte dans cet épisode que les chats ne savent pas lire et ne comprennent pas forcément le langage humain. Puisqu'il y a le grand cadre sur le mur dans cette maison, évidemment c'est la télévision, qui donne toutes ces nouvelles que nous, depuis un ou deux numéros, on est bien au courant, en tant que lecteur. Et justement, ce qui est vraiment cette ironie dramatique, l'ironie dramatique de cet épisode, c'est que les chats ils passent complètement à côté de cette information essentielle, évidemment. Ils ne sont pas en mesure de la comprendre, puisque c'est là où on voit que les dialogues qu'on lit, c'est tout simplement des chats qui communiquent entre eux, et ce n'est pas le même langage que le langage humain. Donc on va avoir vraiment ces chats qui vont essayer de trouver un refuge illusoire dans cette demeure abandonnée, avec toutes ces informations qui pourraient être nécessaires qu'ils ne comprennent pas. Et à côté de ça, il y a une bête, un chien qui est enfermé dans un placard qui veut absolument qu'on l'en sorte. Tout le monde dissuade Lord de lui ouvrir. Évidemment, Lord, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui ouvre, sauf que comme vous pouvez le voir, ce chien, finalement, il y avait peut-être une raison pour laquelle il était enfermé dans ce placard. Donc voilà, on continue de suivre Lord, Patch et Elsie.
Sauf qu'en plus, là, on a une petite révélation. On a une révélation passée un petit peu, parce que vous savez que Elsie et Lord ont grandi ensemble. Hein. Elsie était le seul chat du foyer, avant que Lord ne vienne perturber un petit peu sa tranquillité. Et du coup, on revient un petit peu sur l'anecdote passée, qui peut avoir son importance, et qui va peut-être provoquer une scission, qui va mettre à mal un petit peu cette unité, ce semblant d'unité qu'il y avait entre nos trois compagnons. Et puis en plus, voilà, ils sont revenus un petit peu dans cette demeure. On pouvait croire qu'ils seraient en sécurité, mais non. C'était pour mieux nous tromper, pour mieux nous faire comprendre que le danger vient peut-être de l'intérieur. Et bah, la menace qui était là, qui était latente depuis maintenant 2-3 numéros, bah là elle se réveille, elle est présente, et c'est ce qui fait que le cliffhanger est très efficace encore une fois. Donc Feral, toujours une lecture franchement un grand plaisir. Je me régale à chaque fois, c'est vraiment très bien. Très agréable, hein. C'est peut-être pas le comics de l'année, mais c'est un comics que je lis avec plaisir à chaque mois. Voilà, on termine avec Kaya, le numéro 19, comme vous pouvez le voir ici. C'est une standalone issue. C'est-à-dire que bah voilà, c'est un numéro qui se lit tout seul. Quand on dit standalone, c'est que ça se lit tout seul, hein, tout simplement. Donc souvent, c'est ce que fait Wes Craig depuis le début. Hein. Oui, c'est la série scénarisée et dessinée par Wes Craig. Et il fait même la colorisation. Hein. Donc il fait tout. Et si vous voulez, à la fin de chaque arc, il nous fait une petite stand-alone. Donc soit un récit sur le passé de Kaya, on avait eu un récit sur l'origine un petit peu bah, de son bras magique. Hein. On a eu un autre récit à la fin du deuxième arc. Et là, à la fin de ce troisième arc, bah, on est transporté vers le futur, vers l'avenir. Et là, on voit que Kaya est armée d'un autre bras. On voit bien qu'elle a clairement grandi. Et elle est à la tête d'une sorte d'équipage de pirates, mais de pirates libérateurs d'esclaves. Et j'ai trouvé que c'était un numéro absolument génial. Donc ils essaient d'aller un petit peu de village en village, hein, qui sont au joug. Bah voilà, on peut le voir, hop, avec ces drapeaux-là, en fait, ces symboles-là. Donc on sait pas trop, est-ce que c'est les Atriens, justement, le monde robot, qui a mis sous son joug, en fait, les différentes populations du monde. On ne sait pas trop encore. Et c'est vraiment un numéro que j'ai trouvé excellent. Donc on voit Kaya, donc le capitaine de ce bateau, avec son second, un espèce de gros lapin qui est très très attachant. Et on voit pas mal de doutes, de discussions entre eux, de voir quelle est la marche à suivre, hein, qu'est-ce qu'ils doivent faire par la suite. Hein. Est-ce que finalement leur mission n'est pas un peu vaine? Et est-ce qu'ils ne s'exposent pas à un plus grand danger? Donc ouais, c'est un numéro que j'ai trouvé excellent. Et en plus, c'est un numéro avec un cliffhanger. Donc on se demande ce qui se passe. Et forcément, bah, Wes Craig nous répond ici. Attendez, je sais pas où, voilà. Il nous répond dans ses lettres, parce que vous le savez, c'est aussi ce que j'adore. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore lire en single issues, c'est qu'à la fin, vous avez souvent soit des correspondances entre l'auteur et les lecteurs, ou tout simplement des petites informations qui sont glissées par l'auteur. Et là, clairement, il nous dit que, bah, lui, dans sa tête, hein, il veut au moins 50 numéros pour Kaya. Hein, Wes Craig, il a clairement pas terminé. Donc il invite évidemment tout le monde à aller découvrir ce titre parce qu'il a besoin des lecteurs, il a besoin d'en vendre plus pour pouvoir continuer le plus longtemps possible, et ça c'est évident. Et ça c'est vrai que je le rappelle, hein, si jamais ça vous intrigue ou ça vous intéresse, bah, foncez sur Skaya, c'est vrai que si vous achetez des titres, vous permettez à l'auteur de pouvoir le continuer et le faire durer plus longtemps. Et c'est vrai que c'est pas négligeable. Mais ce qu'il nous disait, c'est qu'est-ce qu'on aura à la suite, tout de suite, de ce que je vous tease là dans ce numéro? Bah non. Mais est-ce que ça finira par arriver? Oui. Donc voilà, c'est en fait Wes Craig qui nous demande un petit peu d'être patient parce que tout ça va arriver. Et voilà, il y a un petit récit supplémentaire, parce que vous le savez, dans les stand-alone, à chaque fois, il y a des petits récits supplémentaires, de Juniba. Et oui, Juniba, qu'on a vu notamment sur Boy Wonder, dont on a parlé, hein, que ce soit dans Issue de Secours ou dans l'émission d'Encre de Bulle sur la chaîne de Mindphobia. Donc voilà, on a un petit récit de Juniba qui fait toujours plaisir, et que j'ai trouvé franchement hyper réussi et hyper efficace. Et franchement très drôle. Hein. Juniba a complètement compris l'exercice d'essayer de raconter un récit sur 5 pages. Et d'ailleurs, je vous montre pas la 5e page, parce qu'elle est vraiment chouette, elle est drôle, elle fait office bah, vraiment d'une bonne fin. Donc vraiment, moi, ce numéro 19, bah, une totale réussite. De toute façon, Kaya, c'est une série que j'aime énormément, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il s'étoffe au fur et à mesure de la lecture des différents numéros qui succèdent. Quoi. Voilà, bah, c'est tout pour moi. C'est fini pour cette issue de secours numéro 13. Donc en définitive, que de très bonnes lectures. Je sais pas s'il y a un coup de cœur en particulier, mais vraiment j'ai adoré le Sacrificers 9. Wook Exodus et Red Code 3, c'était excellent. World Tree 11, génial, super révélation. Il y avait quoi de Deviant 6 qui était très bien aussi. Je dirais ouais, peut-être World Tree 11, Sacrificers 9 au-dessus du lot. Mais voilà, les séries Ghost Machine, Kaya, excellente. Et peut-être le Napalm Lullaby un petit cran en dessous. Enfin, globalement, encore une semaine où vraiment j'ai été gâté des super lectures. Voilà.
Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi vous ce que vous avez lu cette semaine un petit peu dans l'espace commentaire, il est fait pour vous. Si ça vous a plu, bah, lâchez un petit like, n'hésitez pas à partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, notamment à mercredi pour l'émission d'Encre et de Bulles. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. À très bientôt, salut!